Ces guerres par procuration sont grotesques. Si c'est une guerre américaine, alors les Américains doivent la mener. Si cela ne vaut pas la peine que les Américains la mènent, alors cela ne vaut pas la peine de la faire. Et donc, en tant qu'Américain et militant anti-guerre de longue date, quand j'ai entendu les Américains dire « C'est merveilleux, nous pouvons faire mourir tous ces Ukrainiens pour nous, et nous n'avons pas envoyé des Américains mourir là-bas », cela me rappelle des attitudes ethniques et raciales qui ont émergé de la Seconde Guerre mondiale et qui sont intenables. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle avec Rob Uri, qui est artiste et économiste politique. Son livre, Zen Economics, est publié par Counterpunch Books, et il publie régulièrement dans le magazine en ligne Counterpunch, ainsi que sur son propre Substack. Rob a écrit une très bonne évaluation de l'article du New York Times, qui a récemment sacrifié l'Ukraine avec son hagiographie de ses sages généraux américains et sa condamnation de l'insubordination ukrainienne face aux ordres de Washington. Je pense donc que nous devrions vraiment en discuter, car c'est un changement assez significatif dans le récit, je crois. Rob, bienvenue. Merci Pascal, je suis ravi d'être sur votre émission, alors merci de m'avoir invité. Merci de prendre le temps. Oh, désolé, peut-être juste avant de commencer, j'étais vraiment curieux à propos de votre livre, Zen Economics. Pouvez-vous me parler un peu de la façon dont vous associez le zen et l'économie? Bien sûr, je serais ravi de le faire. C'est un projet sur lequel je travaille depuis environ 30 ans et j'ai enfin pu prendre le temps de l'écrire. J'ai une formation en économie et en philosophie. J'ai étudié la philosophie des sciences, l'histoire des sciences, et j'ai passé pas mal de temps avec les méthodes scientifiques. J'ai également travaillé pendant 25 ans dans la finance et j'étais un camp de carrière, ce qui est un ensemble de compétences, pas un emploi spécifique, et donc cela s'applique à différents emplois. J'avais une certaine compréhension de la façon dont les statistiques fonctionnent et de l'application pratique des statistiques, ce qui est assez différent de la façon dont les statistiques sont généralement expliquées. Ce que j'ai fait, c'est prendre la philosophie continentale, vraiment de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et l'appliquer à l'économie occidentale que j'avais apprise. Je l'utilise pour démonter les prémices de l'économie occidentale, ce qu'un certain nombre d'autres philosophes de l'économie ont fait. Mais je crois que je l'ai fait d'une manière assez unique. Je donne un certain nombre d'exemples concrets de la façon dont l'économie fonctionne, puis quels sont les défis intellectuels aux prémices des statistiques. Essentiellement, il y a un processus de régression infinie derrière toutes les statistiques, tout comme en mathématiques, où vous n'avez pas de fondation concrète pour les prémices. Elles sont mobiles et elles dépendent vraiment des intérêts des gens qui sont apportés aux statistiques. C'est une façon longue de dire qu'il y a des prémices philosophiques profondes, intégrées dans la façon dont nous comprenons le monde en Occident, en particulier aux États-Unis, et qu'une fois celles-ci démontées, les gens sont capables de voir le monde d'une manière différente et la façon dont le monde est expliqué d'une manière différente de celle qu'ils ont vue. J'ai toujours été fasciné par le tour que l'économie académique moderne a réussi à jouer. C'est essentiellement le seul sujet dans les sciences humaines, la seule science comportementale, qui a réussi à se distancer et à prétendre qu'elle est de la physique. Je trouve cela assez intéressant, car beaucoup des fondations sont en réalité très dogmatiques. Prenons par exemple l'hypothèse que les agents économiques ont une prévoyance parfaite. C'est un peu ridicule, mais c'est axiomatique. Et donc, vous regardez ce genre de prémices.
this kind of premises? Absolument. Et la nature axiomatique de l'économie académique moderne est vraiment une grande partie du problème. Quand j'étais à l'école doctorale, on m'a dit qu'il existait ces choses appelées faits stylisés, qui ne sont que des accords. Il y a un accord implicite parmi les économistes pour ne pas poser trop de questions sur cet ensemble de faits sur lesquels ils travaillent. Et non seulement les faits sont douteux en eux-mêmes, mais j'ai remonté les papiers académiques jusqu'aux années 1970 et à la révolution néolibérale qui a commencé dans les années 1970. La méthodologie est vraiment utilisée comme un écran pour des fondations assez fragiles. Une fois que les prémices de l'économie académique moderne sont expliquées aux humains ordinaires, aux personnes qui n'ont pas suivi le processus éducatif, elles semblent ridicules, parce que, et je suis désolé de le dire, elles le sont. Il existe des prémices sur ce que signifie être humain qui sont très discutables. Il y a l'opposition entre l'individu et la société qui donne une perspective politique particulière à l'économie occidentale, que les économistes occidentaux nient absolument. Ils disent qu'ils sont empiristes. Beaucoup le font. Mais il y a des fondations philosophiques concrètes qui sont cachées par l'économie moderne. Une fois que la méthode, d'une part, est abordée, et que le contenu, d'autre part, est abordé, aucun des deux n'a de sens. Et les deux ensemble forment un projet idéologique, si vous voulez. Et c'est l'une des principales découvertes de l'économie zen. C'est quelque chose qui nous amène peut-être aussi à la discussion que je veux avoir aujourd'hui, qui porte sur l'idéologie et l'idéologie enracinée. L'économie est un excellent exemple, parce que les étudiants suivent ces cours dans des milliers d'universités, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, au Japon, etc. Ils suivent ces cours d'économie 101, micro 101, macro 101, et on ne leur dit jamais que ce qu'on leur enseigne réellement n'est pas l'économie en général. C'est juste une école de pensée dans l'histoire de la pensée économique. C'est la théorie économique néolibérale, néoclassique. On ne leur enseigne même pas que c'est ce que c'est. Je m'inquiète simplement du nombre de cas dans l'apprentissage scolaire où nous avons ces moments où ce que nous enseignons est en fait une idéologie et non une approche holistique de l'ensemble du sujet, ce qui alimente ces points de vue idéologiques que nous retrouvons dans les journaux encore et encore. Partagez-vous aussi cette évaluation? Je le pense vraiment. Et plus je vieillis, et plus je passe de temps à lire de la philosophie et de l'économie et autres, plus je suis convaincu que c'est une inculcation et un endoctrinement dans l'idéologie. Les préceptes de l'économie néoclassique sont une idéologie capitaliste pure et simple. Vous avez mentionné la physique plus tôt. La physique vient de la fin du 19e, début du 20e siècle, lorsque les modèles physiques ont été adoptés par des économistes principalement américains. Ils ont pris le contenu qu'ils avaient, qui était beaucoup plus vague qu'on ne l'aurait cru, et l'ont entassé dans ces modèles physiques, puis ont pris le produit résultant et ont créé une théorie, une méthode à partir de cela. Mais à sa base, c'est une idéologie capitaliste. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est une prémisse sur la façon dont les sociétés sont organisées et comment les gens agissent dans le monde, qui a des racines idéologiques très spécifiques. Par exemple, le marxisme et le marxisme-léninisme ont une vision sociale, tandis que l'économie néoclassique a une vision individuelle. Les 40 années d'efforts pour créer ce qu'on appelle des micro-fondations pour l'économie néoclassique n'ont pas fonctionné. Il y a de bonnes raisons à cela, car ce n'est pas ainsi que les sociétés fonctionnent. Je ris simplement parce que cette vision des microfondations repose entièrement sur l'idée
que si nous pouvons réduire tout aux petites interactions, à la façon dont tout le monde interagit, nous pouvons construire des modèles macroéconomiques qui vont prédire l'avenir avec précision. Et puis tout le monde se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné comme prévu. C'est comme, eh bien, parce que c'est pas ainsi que les gens fonctionnent. Ils n'ont pas de prévoyance parfaite. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils n'ont pas. Donc, si vous construisez quelque chose sur ce genre de fondation, c'est juste étrange que nous fassions cela. Et c'est encore un dogme accepté aujourd'hui, je dirais, dans la plupart des cours d'économie en Occident. Econ classes in the West. Absolument, c'est le cas. Et cela entrave vraiment la capacité de l'Occident à aller de l'avant, parce que les personnes qui conseillent ceux au pouvoir sont formées dans des écoles d'élite. J'ai rencontré un certain nombre d'économistes de ces écoles d'élite. J'ai fréquenté une université publique pour mon diplôme de 3e cycle en économie. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens des écoles d'élite, et ce sont pour la plupart des idéologues. C'est une généralisation. Si vous regardez quelque chose comme le département d'économie de Harvard, c'est un département énorme. Ils ont, je crois, des centaines de personnes qui y travaillent. Donc, vous avez beaucoup de points de vue différents sur le monde. Mais les personnes qui dirigent les départements d'économie de l'Ivy League sont néoclassiques et souvent néolibérales. Elles ont des centres d'intérêt très étroits et ne sont pas vraiment intéressées à poser des questions parce qu'elles peuvent conseiller les dirigeants politiques sans poser de questions. Si elles posent des questions, elles sont assez bien exilées à la fois de la profession économique et des postes de conseil aux dirigeants politiques. Now, these, you know, we tend to discard the role of Maintenant, nous avons tendance à écarter le rôle de l'idéologie, parce que nous supposons toujours, bien sûr, que nous-mêmes sommes exempts d'idéologie, n'est-ce pas? Nous voyons le monde objectivement tel qu'il est, réellement. Et maintenant, ce que nous trouvons, surtout dans les grandes publications comme le New York Times et Forbes, ce sont beaucoup de questions politiques. Je veux dire, je citerai The Economist comme un exemple typique de l'un de ces médias de l'école de pensée idéologique néoclassique qui cadre ensuite le monde de cette manière. Mais si nous allons au New York Times, il y a un cadrage constant, un cadrage idéologique appliqué à tout. Et le travail des analystes, surtout si vous travaillez dans la finance, est de démonter cela et de discerner entre le fait et la fiction, n'est-ce pas? Et comment les choses fonctionnent réellement. Maintenant, quelles sont, à part l'économie, les plus grandes fictions idéologiques dont nous sommes actuellement nourris dans le discours ou les médias grand public? Discourse or media being fed with. C'est une question vraiment intéressante. Mon point de vue, en ayant une vision pratique du gouvernement et de son fonctionnement, est que les guerres sont les plus grandes sources de désinformation, de propagande et de désinformation provenant des sources étatiques. L'Amérique est sortie de la Seconde Guerre mondiale avec la peur que la Grande Dépression ne revienne et a décidé d'intégrer beaucoup des programmes de travaux publics issus du New Deal dans le complexe militaro-industriel. Malheureusement, cela a conduit, comme l'a dit Eisenhower, à la croissance du complexe militaro-industriel. Mais en réalité, ce que nous voyons actuellement aux États-Unis, et je suggérerais que cela se propage en Europe comme un virus, c'est cette dépendance ou dépendance volontaire qui est créée au-delà de ce qui a déjà été établi pour concentrer les économies occidentales sur la production militaire. Et donc nous avons une base concrète, une base matérielle, à partir de laquelle les intérêts du complexe militaro-industriel et, disons, des fonds de capital investissement qui possèdent une grande partie du complexe militaro-industriel se propagent. Je suis assez vieux pour avoir été un enfant politiquement conscient pendant la guerre du Vietnam et me souvenir du New York Times de l'époque où si le New York Times ne le disait pas, vous ne pouviez vraiment pas le dire avec conviction en public.
if the New York Times didn't say it, you really couldn't say it with conviction in public. And so it was a kind of public filter. C'était donc une sorte de filtre public qui limitait ce qui pouvait être dit aux États-Unis dans la société bourgeoise. En tout cas, le New York Times, à mon avis, a perpétué cette tradition. L'article que vous avez cité d'Adamantus dans le New York Times est l'un des 2 articles qu'il a écrits sur la guerre en Ukraine, qui me semble spécifiquement conçu pour faciliter la transition des Américains par rapport à ce que l'administration Biden nous a dit sur une guerre non provoquée, qui était complètement inexplicable en dehors d'un dirigeant russe fou qui veut conquérir le monde, ce qui alimente un récit présent aux États-Unis. Into a narrative that's present in the United States, and a lot of people they react to it psychologically. Et beaucoup de gens réagissent à cela psychologiquement plutôt qu'intellectuellement. Le New York Times a été impliqué dans ce processus de reportage sur les guerres et l'armée de manière à soutenir le récit de l'État. Et le Times fait cela depuis plusieurs années. Les articles d'Antus se divisent en 2 parties. Adamantus a écrit la première partie sur le mouvement post-Maïdan de la CIA en Ukraine jusqu'au point où il y a maintenant 20 installations de la CIA juste à la frontière de la Russie, ce qui semblerait être une incitation pour la plupart des gens qui connaissent l'histoire de la CIA. Et l'article actuel que je viens d'écrire aborde la guerre depuis son début théorique, à partir du cadrage du 2e article. Je m'excuse d'être si obscur à ce sujet, mais l'auteur utilise l'obscurité et une multitude d'informations pour, je crois, cacher une partie de l'intention de l'article. L'article actuel me semble, ses arguments de base sont que, premièrement, les États-Unis ont été beaucoup plus directement impliqués dans la gestion quotidienne de la guerre en Ukraine qu'on ne le savait auparavant. En particulier aux États-Unis, où nous recevons les pires informations. Je crois que les gens en dehors des États-Unis ne comprennent pas à quel point cela est devenu sérieux. Ce que fait Adamantus, c'est qu'il soutient que l'armée américaine était beaucoup plus impliquée dans les opérations quotidiennes de la guerre et les partenaires européens des États-Unis, tout en ne traitant pas de l'élargissement de l'OTAN, sans aborder le coup d'État de 2013-2014 qui a essentiellement installé des marionnettes américaines dans le gouvernement ukrainien. Et le suivi qu'Adamantus a rapporté dans son premier article sur l'arrivée de la CIA en 2016, je soutiendrai que la CIA était déjà là en 2013-2014. Mais, en prenant son cadre, la CIA est arrivée en 2016 pour créer une armée ukrainienne qui n'existait pas vraiment. Et le complément de cette histoire que j'ai pu découvrir, c'est que c'était la coordination entre le MI6 et la CIA avec les fascistes ukrainiens qui remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il existe une longue relation, en particulier entre les Britanniques et les fascistes ukrainiens. Et cela a été mis en évidence lors du coup d'État de Maïdan. Révolution, peu importe comment vous choisissez de l'appeler. Il y a un type très intéressant du Canada, le professeur Kachanovski, qui a écrit sur l'un des événements marquants du coup d'État de Maïdan. Et c'était la fusillade par ce qui s'est avéré être des fascistes ukrainiens, de manifestants ukrainiens, qui a été imputé au gouvernement de Yanukovych. Yanukovych a été évincé en conséquence par la CIA et les Américains, et un nouveau gouvernement a été mis en place en Ukraine. Une partie du projet d'Adamantus consiste à placer les États-Unis dans des positions de décision en et autour de l'Ukraine, à Wiesbaden, en Allemagne et dans d'autres sites américains en Europe, sans avoir à aborder la genèse du conflit. Et donc c'est un reportage très localisé, avec, je crois, ce but plus large de faciliter le passage des Américains de ce qu'on nous a dit
à ce qui sera l'histoire qui émergera une fois la guerre terminée, si elle se termine un jour. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les articles d'Antus, c'est d'abord à quel point l'écriture est compliquée. Ce sont des articles très longs, et il est très difficile de rassembler des thèses centrales à cause de la façon dont les détails sont placés. Et donc, ma conclusion serait que cela vise en partie à obscurcir les enjeux plus importants en jeu. Les sources d'Antus sont assez intéressantes. Dans l'article actuel, il cite au début de l'article 300 entretiens avec du personnel militaire, ce qui est bien et bon. À la fin de l'article, il cite, pardonnez-moi ici, l'American Enterprise Institute, qui est un think tank américain favorable aux entreprises qui rédigent des législations de droite à remettre aux conservateurs aux États-Unis pour être adoptées. C'est une organisation politique avec de forts liens de droite. Et l'autre est, pardonnez-moi ici, je veux bien comprendre. L'Institute for the Study of War, qui a été fondé par la belle-sœur de Robert Kagan, un néoconservateur américain de premier plan. Et je ne veux pas faire une accusation par association ici, mais elle est une fervente partisane de l'idéologie de Robert Kagan. Elle est une néoconservatrice convaincue et elle en est fière. Donc, il n'y a pas de raison de le cacher. Ce sont les deux sources principales que cite Antus à la fin de l'article, ce qui, franchement, m'a assez surpris. Et dans le premier article, il cite des recherches sur Internet. Oui, et comme souvent, il y a aussi toutes ces sources anonymes et ces responsables qui ne peuvent pas être nommés pour protéger leur identité, n'est-ce pas? Et leur capacité à s'exprimer. Donc, je veux dire, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que ces deux articles, l'un de 2024 et l'autre presque exactement un an plus tard, le 25 mars, ont été publiés dans le New York Times. Dans mon propre rapport à ce sujet, je souligne que le New York Times est, bien sûr, considéré comme le journal de référence, et un article aussi énorme et accablant déconstruit en fait quelques récits constants. Par exemple, le récit selon lequel les États-Unis ne sont pas impliqués dans la guerre, n'est-ce pas? Les États-Unis ne font pas partie de cette guerre. L'article annule en fait cela. Et ce n'est pas pour dire que son auteur ou le New York Times nous rend service. Je veux dire, il essaye, je pense, comme vous l'avez dit, de se tourner narrativement vers quelque chose de nouveau dont être fier. Être fier de ne pas avoir été impliqué, mais d'avoir tout fait pour l'Ukraine, pour les aider à gagner. À être fier d'avoir su depuis le début que ce serait difficile, et d'avoir été impliqué tout au long, et d'avoir été à l'avant-garde de la défense. Mais que cela se produise maintenant est bien sûr intéressant, n'est-ce pas? Maintenant que chacun de nous qui a accès à d'autres sources que le New York Times est conscient que la guerre est perdue, cette chose est finie. La question est de savoir à quel point elle sera perdue à ce stade, mais pas si elle est finie. Je pensais, vous savez, que je critiquais beaucoup le New York Times, et je suis particulièrement outré par la façon dont cet article glorifie le fait que les États-Unis aient essentiellement dirigé le spectacle. Et vous savez, comment les Ukrainiens n'ont pas assez souffert. Ils n'ont pas assez souffert. Ils n'étaient pas assez disposés à exécuter ces plans ridicules. Et donc cela n'a pas fonctionné. Je suis assez dégoûté par ce point. Mais d'un autre côté, cela me traversait l'esprit. Je veux dire, aurait-il pu écrire cet article d'une manière différente et le faire publier? Et s'il voulait réellement saper le récit actuel, et que c'est juste le plus loin qu'il pouvait aller dans le réseau de propagande, n'est-ce pas, afin d'éclairer un peu? Parce qu'en fait, l'article éclaire un peu, n'est-ce pas? Cela est vrai. Je le formulerai un peu différemment, Pascal, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis ces dernières décennies.
et c'est que le dénouement de ces catastrophes de politique étrangère que les États-Unis subissent régulièrement implique généralement de réexpliquer ce qui s'est réellement passé, la genèse des horreurs, puis ce qui s'est passé ensuite, qui l'a orienté dans une direction que les États-Unis ont pu ou non vouloir ou attendre. Et donc, ce que je vois dans l'article, et je suis d'accord avec votre point de vue, selon lequel, s'il avait écrit un article différent, un article plus révélateur, le New York Times ne l'aurait probablement pas publié. Je pense presque certainement. Mais à mon avis, cela fait de lui un outil du système de propagande, car le New York Times occupe une place très spéciale dans l'écosystème de propagande des États-Unis, et cela depuis longtemps. Ce à quoi je m'oppose concernant vos commentaires sur l'article, c'est qu'Intus utilise ses récits locaux, donc il a interviewé 300 militaires. Cela laisse de côté deux grandes questions pour moi. La première est qu'en interviewant des gens, plutôt qu'en rapportant des faits, il n'a pas attribué ou corrélé les faits avec ce que disent les gens. Cela fait partie d'une tendance aux États-Unis où ce qui est rapporté est ce que les gens disent. Par conséquent, si vous regardez ce qui a été dit sur la guerre en Ukraine, cela explique pourquoi personne aux États-Unis ne sait rien de la vérité sur ce qui s'est réellement passé là-bas. L'autre point est que compte tenu de la place spéciale dans l'écosystème de la propagande américaine que représente le New York Times, être simplement un fonctionnaire là-bas n'est pas suffisant. Par exemple, Chris Hedges, qui est un commentateur populaire sur Internet aux États-Unis et avait des émissions sur RT et autres, j'oublie où je voulais en venir avec ça. Je veux dire, il essaie constamment de raconter ce qui s'est passé sur le terrain, n'est-ce pas? Je veux dire, il est effectivement allé en Irak, etc. Et il raconte ce genre de choses qui se sont passées sur le terrain, puis il interviewe des gens à ce sujet, et il donne les deux. Mais oui, comme vous l'avez dit, se contenter d'interviewer des gens et de raconter leur histoire ne rend pas justice au reportage. D'accord. Et donc, j'ai retrouvé ce que j'allais dire, qui est dans la lignée de ce que vous dites ici, à savoir que Chris a démissionné du New York Times plutôt que de faire ce qu'on lui demandait. Il comprenait son rôle et il ne pouvait plus le faire. J'ai rencontré Chris et c'est un type sympa, très intéressant, mais il avait de l'intégrité. Et donc, c'est ce que je dirais à propos d'Intus. Tout d'abord, je ne lui accorde pas de bonnes intentions ici. Quand je regarde ses sources, la belle-sœur de Robert Kagan et l'American Enterprise Institute, je ne suis pas d'accord. En tant qu'écrivain indépendant, je qualifierais grandement ses sources. Et je ne crois franchement pas qu'ils soient des sources très solides pour un article aussi complexe que ceux sur la guerre en Ukraine. Ils ne sont pas des spécialistes en politique étrangère. Ils ne sont pas des spécialistes de la guerre en Ukraine. Et ils ne sont pas des journalistes citoyens qui ont appris suffisamment pour dire quelque chose d'intéressant et de plausible sur les guerres. Et donc, je suis compréhensif envers Intus et le New York Times. Mais ils doivent être tenus responsables de leur rôle dans ce système de propagande. Les États-Unis sont actuellement impliqués dans un massacre grotesque en Ukraine qui doit cesser. Cela doit être arrêté. C'est un impératif moral. Je m'excuse d'exprimer une opinion ici, mais c'est un impératif moral. La guerre n'aurait jamais dû commencer, et elle doit être terminée. Elle pourrait être terminée assez rapidement, mais le récit aux États-Unis, en partie grâce au New York Times, est tellement compliqué que nous ne pouvons pas démêler cela. L'administration Trump ne semble rien savoir de vrai sur la guerre. Espérons qu'ils pourront dépasser leurs propres intérêts pour la résoudre, car elle pourrait être résolue assez rapidement.
Je vois une fois de plus l'article du New York Times comme facilitant le passage politique du récit selon lequel la guerre était non provoquée et que la Russie est un impérialiste impénitent ayant l'intention d'envahir l'Europe. Au fait de la guerre, qui inclut 30 ans d'élargissement de l'OTAN et la participation active des États-Unis à la révolution de Maïdan, si vous voulez l'appeler ainsi. Je l'appellerais un coup d'État, étant donné les actions de la National Endowment for Democracy, qui est un relais de la CIA en Ukraine. Et donc, je vois les deux éléments comme un effort pour régler les récits d'après-guerre, de manière à admettre le minimum possible pour que les récits soient plausibles, tout en obscurcissant les causes à long terme et les conséquences plus importantes de la guerre derrière, ce qui semble être, en particulier, d'après le dernier article, une rédaction d'histoire de niveau terminal. Cela correspond tout à fait à ce que je lisais au lycée. Un reportage historique de faible qualité qui rapporte ce que tel général a dit par rapport à ce que tel autre général a dit, plutôt que de mettre les faits à l'épreuve pour voir s'ils correspondent à ce qui s'est réellement passé. The test of do they correspond with what actually happened. I agree with you on when I said like maybe. Je suis d'accord avec vous. Et quand j'ai dit que peut-être des entités avaient des objectifs plus subversifs, je ne pense pas que c'était le cas. C'était juste une pensée qui me traversait l'esprit. C'est comme, quel est le niveau de ce qui est dissible? Ou qu'est-ce qui est en dehors du récit, du couloir dans lequel des entités comme le New York Times et d'autres journaux de propagande opèrent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est dissible? Et aussi, vous savez, ce que les rédacteurs approuveront et ce qu'ils diraient. Comme, non, 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 cela ne peut pas être publié, parce que cela doit arriver, n'est-ce pas? Ou des réécritures majeures doivent se produire dans de tels articles, parce que les rédacteurs penseraient, comme, non, 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 c'est un pas trop loin. Nous ne voulons froisser personne. Nous ne voulons pas perdre de source. Nous ne voulons pas. En général, nous aurions l'air ridicules si nous écrivions cela, n'est-ce pas? Donc, parce que l'article lui-même m'établit le niveau auquel les États-Unis dirigeaient le spectacle. Non seulement depuis 2022, mais depuis bien avant. Et vous savez, militairement, jusqu'où cela est allé. J'avais une intuition à ce sujet, mais je n'avais jamais eu de, vous savez, quoi que ce soit que je puisse montrer et dire à quiconque me dit, mais vous savez Pascal, ce sont seulement les Russes et non les Américains, vous savez, et ce sont les Russes et les Ukrainiens qui se battent, n'est-ce pas? Les Américains ne sont pas impliqués. Et maintenant nous avons cet article. Et nous pouvons montrer comme, non, ces décisions et les cibles ont été choisies à Wiesbaden, en Allemagne, par l'état-major général américain. N'est-ce pas? Et ensuite transmis, et les Ukrainiens ont exécuté, n'est-ce pas? C'est un niveau de détail stupéfiant, surtout parce que tout le récit américain au début était que nous ne sommes pas impliqués. Je veux dire, nous ne sommes pas une partie à la guerre. Nous sommes solidaires, mais nous n'en sommes pas une partie. Et deuxièmement, en ce moment même, le récit dominant est que les États-Unis sont un tiers, n'est-ce pas, essayant d'aider, de servir de médiateur, ce qui est basé sur le récit précédent. Bien que nous sachions maintenant, et j'apprécie que Washington parle à Moscou, qu'ils sont les principaux acteurs, n'est-ce pas? Ce sont les entités de combat de haut niveau. L'Ukraine est juste le partenaire de mise en œuvre. C'est donc ce que l'article admet en détail. Je suis d'accord avec ça, Val. Je crois que les deux éléments sont révélateurs. C'était une bonne information à mettre dans le domaine public que la CIA est intervenue en 2016 et a organisé les fascistes ukrainiens en une armée ukrainienne. Et entre-temps, a construit 20 installations juste à la frontière de la Russie pour attaquer la Russie, car ce sont des provocations certaines. En l'absence de la diabolisation de la guerre froide de l'Union soviétique que j'ai vécue,
Et ensuite, la récente diabolisation de la Seconde Guerre froide de la Russie et de Vladimir Poutine. La façon dont les Américains entendent ces points est orientée vers la compréhension de la guerre froide, de la relation États-Unis-Russie, États-Unis-Union soviétique ici. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Des amis que j'ai, des démocrates américains, ils ne connaissent aucun fait véritable sur la guerre en Ukraine. Ils ne s'intéressent pas aux faits véritables. Et je ne veux pas dire que mes faits sont des faits véritables. Je veux dire que dans le domaine public, il y a un ensemble de faits sur l'expansion de l'OTAN, l'Université George Washington, ce que Gorbatchev a entendu, les archives. Il y a de bonnes sources pour les personnes qui souhaitent s'instruire. Mais les Américains sont tellement endoctrinés en ce moment. C'est vraiment effrayant, Pascal. Je suis né en Amérique. J'ai vécu ici toute ma vie. Et la quantité de désinformation et de mésinformation qui a été diffusée influence vraiment la façon dont les articles d'intérêt seraient lus. Et donc, si vous et moi les lisons avec le contexte que j'ai considéré l'expansion de l'OTAN, j'ai prêté une attention particulière au développement de la guerre et ainsi de suite. Ce n'est pas ce que les Américains ont fait. Et donc la façon dont je lis ces articles est enrichie d'informations sur la façon dont la guerre a commencé et comment elle a été menée. Et les lecteurs ordinaires du New York Times ne vont pas le lire de cette manière. Et cela me fait mal de dire cela, parce que je parle avec ces gens. C'est ma classe, mes amis, et ainsi de suite. Mais ils adoptent la vision de la guerre froide et interprètent tout en termes de guerre froide. Et donc, mon point de vue est que, oui, ces articles admettent des faits de base pour vous et moi qui avons besoin de voir cela au grand jour. Mais ils n'interrompent pas la psychologie qui a été créée aux États-Unis et qui soutient ces guerres pratiquement sans équivoque. La tendance change lentement. Et donc, je ne dis pas que les articles n'ont aucune valeur, et je leur en donne crédit dans ce sens. Le problème que j'ai, c'est avec la quantité de désinformation qui a été transmise au peuple américain jusqu'à présent, le filtre sera, eh bien, c'est une histoire militaire intéressante. Continuons cette guerre. Et parce que ce n'est pas anti-guerre, c'est très pro-guerre. C'est pro-guerre. It's very pro-war. And it's very much, you know, also... C'est très, vous savez, aussi héroïque et patriotique. Et si seulement plus de soutien avait été accordé, et si seulement les choses avaient été correctement exécutées, c'est très favorable à la guerre, n'est-ce pas? Et cela peint un beau tableau des généraux, n'est-ce pas, qui de tout leur cœur ont essayé d'aider, si seulement les Ukrainiens l'avaient bien fait. If just the Ukrainians had done it right. Ah, damn it. C'est donc un bon résumé. Et la question qui se pose, je veux dire, où cela laisse-t-il les Ukrainiens et les Russes? Parce que les estimations que j'ai entendues se situent entre 1 million et 1,5 million d'Ukrainiens qui ont été massacrés jusqu'à présent. Et les Russes ont gaspillé du sang et des ressources dans une guerre qui aurait facilement pu être évitée avant qu'elle ne commence. Les accords de Minsk auraient pu être respectés. L'accord d'Istanbul aurait pu ne pas être interrompu. Il y a eu tellement de moments où cela aurait pu prendre une direction différente. Et il y aurait eu 1 million d'Ukrainiens encore en vie si cette guerre avait été arrêtée par l'accord d'Istanbul. Et donc c'est vrai. Cela me rend triste parce que, comme je l'ai dit, je suis américain. Je suis né en Amérique. Mais c'est un comportement inexcusable. Cela doit cesser. Les États-Unis doivent mettre fin à ces guerres. Et donc je crois que s'il y avait eu une exposition plus robuste de ce qui se passe ici, qui incluait l'élargissement de l'OTAN et au moins des questions autour du coup d'État, qui étaient là et qui ne l'étaient pas. Jeff Sachs, il a parlé avec des personnes qui étaient là dans le cadre du National Endowment for Democracy. Il jure que c'était un coup d'État.
Je suis d'accord avec cela. L'appel téléphonique intercepté de Victoria Nuland montre que les États-Unis ont mis en place un gouvernement issu d'un coup d'État en Ukraine. Et donc il y a toutes ces informations. Il y a ces différents chemins que ces conflits incluent, ce qui se passe en Israël et les guerres de l'Amérique ici, bien sûr. Et cela me fait mal que nous ne puissions pas atteindre un moment de vérité et de réconciliation pour réaliser ce que l'Amérique a fait et orienter les États-Unis dans une direction différente. Ce qui est vraiment triste, c'est que la direction des États-Unis compte sur la production militaire pour être le moteur économique des États-Unis à l'avenir, avec l'IA. Donc il y a vraiment des paris faibles ici pour un empire en déclin. La panique s'installe et l'article d'Intus semble juste être des paroles légères, un problème pour admettre des vérités partielles sans atteindre les grandes vérités que ces guerres sont injustes et doivent être arrêtées. Je suis complètement d'accord. Et ce qui me frappe, c'est que, vous savez, pendant la guerre froide, et encore au début des années 90, pour déconstruire les processus politiques en Union soviétique et comprendre comment se prenaient les décisions, ce à quoi les gens devaient recourir, parce que les archives n'étaient pas ouvertes, c'était l'étude de la propagande, n'est-ce pas? Que le régime, les Pravdas, et ainsi de suite, publiaient. Et vous faites cela en sachant que ces médias font cette propagande avec l'accord d'en haut. Et ils disent ce qui est dissible, etc. Et puis vous essayez de raisonner à rebours, n'est-ce pas? Et d'une certaine manière, nous en sommes là maintenant en Occident, n'est-ce pas? Nous devons raisonner à rebours pour comprendre où le processus politique intervient réellement. Vous savez, les autres choses qui peuvent être connues par, vous savez, les journalistes sur le terrain qui publient effectivement des choses sur Telegram, etc. Et en écoutant l'autre côté, n'est-ce pas? Mais nous devons assembler les pièces. Ce qui me frappe, c'est que nous avons utilisé une phrase très importante, et c'est le sang et le trésor. Et le sang et le trésor sont une manière très américaine de comprendre les coups de la guerre. Mais pour moi, c'est comme si la guerre en Ukraine et certaines autres guerres, mais surtout la guerre en Ukraine, était l'incarnation, comme le sommet, des États-Unis, ayant appris à utiliser le trésor à l'intérieur de leur propre économie pour alimenter leur propre économie, sans verser une seule goutte de sang américain, afin de mener une guerre entière. Je veux dire, en termes de logique militaire, c'est en fait de manière très malveillante, très brillamment, que vous faites cela. Et cela est encore camouflé pour le moment, avec ce genre de cadrage de ce qu'était la guerre. Absolument. L'un des premiers articles que j'ai écrits après le début de la guerre suggérait que les États-Unis commencent immédiatement une conscription militaire et envoient des Américains au combat. Mon objectif n'était pas d'imposer des troupes américaines en Ukraine et contre la Russie. C'était pour souligner que ces guerres par procuration sont grotesques et que si c'est une guerre américaine, alors les Américains doivent la mener. Si cela ne vaut pas la peine que les Américains la mènent, alors cela ne vaut pas la peine de la faire. En tant qu'Américain et militant anti-guerre de longue date, lorsque j'ai entendu des Américains dire « C'est merveilleux, nous pouvons faire mourir tous ces Ukrainiens pour nous, et nous n'avons pas à envoyer des Américains mourir là-bas », cela m'a rappelé des attitudes ethniques et raciales qui ont émergé de la Seconde Guerre mondiale et qui sont intenables. L'idée que, selon moi, une vie ukrainienne vaut une vie américaine, vaut une vie chinoise, vaut une vie russe. J'ai ce sens universaliste de cela, mais ce n'est pas la manière américaine. Et entendre les politiciens américains se vanter de la bonne affaire que nous avons obtenue avec la mort d'1 million de personnes, je suis franchement à court de mots pour comprendre d'où vient cette psychologie, cette vision du monde. Mais c'est répandu aux États-Unis.
Et je crois qu'il est important pour les gens en dehors des États-Unis de comprendre à quel point les États-Unis sont vraiment allés loin dans ce terrier, avec ces guerres et avec les efforts pour les légitimer, qui font des États-Unis un paria sur la scène internationale. On the international scene. Yeah, I mean, it would be especially important for all of Il serait particulièrement important pour tous les alliés des États-Unis de comprendre ce qu'ils représentent aux yeux de Washington. Washington. Ce sont des outils jetables, n'est-ce pas? Et ils ne seront pas défendus. Ils vont être utilisés pour mener les guerres de Washington et ils vont être saignés à blanc. Donc c'est la leçon importante ici pour moi, ce qui ne veut pas dire que vous devez vous retourner contre eux et combattre les États-Unis. Pas du tout. C'est juste, ne soyez pas un outil, n'est-ce pas? Vous souffrirez comme les Ukrainiens. Et d'ailleurs, j'ai eu une autre discussion avec le grand historien David Gibbs. Il a dit, vous savez, le modèle pour l'Ukraine est l'Afghanistan dans les années 80, n'est-ce pas? L'invasion soviétique provoquée de l'Afghanistan. Je veux dire, c'est de là que vient une grande partie de cela. Et les tactiques en découlent. Et cette guerre, par procuration, est en fait la plus préjudiciable pour le proxy abusé. Donc, je me demande comment faire entrer cette histoire dans le courant dominant et cette prise de conscience que le fait d'être un allié est en réalité très, très dangereux. Being an ally is very, very dangerous, actually. As Henry Kissinger said in a now well known quote, Comme l'a dit Henry Kissinger dans une citation désormais bien connue, « Être l'ennemi de l'Amérique est dangereux, mais être son ami est fatal. » Et l'homme savait, il faisait partie du processus qui rendait cela fatal. Une partie de ce qui me pose vraiment problème est la perspective intérieure-extérieure des États-Unis. Parce que je suis à l'intérieur des États-Unis, j'entends la propagande et je parle avec des gens pour avoir une idée de ce qu'ils savent et ne savent pas sur les guerres et autres. Ensuite, je regarde ce qui se passe en Allemagne et en France, en Europe essentiellement, ce qui semble assez catastrophique. J'ai fait une interview au début de la guerre où j'ai prédit cela aux États-Unis. Donc il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine ici. Je crois que la France et l'Allemagne ont vraiment été piégés et ont une direction politique malheureuse qui a facilité ce piège. Mais c'est une crise internationale. Et l'un des problèmes avec le déclenchement de ce type de guerre est qu'il n'y a aucun moyen de prévoir la direction qu'elles prendront une fois qu'elles sont en cours. Et donc, par exemple, si Donald Trump ne peut pas réellement arrêter cette guerre en Ukraine, alors elle va continuer. Et dans quel but? Il n'y a aucune bonne raison pour que les États-Unis la poursuivent. Il n'y a aucune bonne raison pour que les soi-disant partenaires européens et l'OTAN participent avec les États-Unis à sa poursuite. C'est quelque chose qui doit être terminé. Mais les États-Unis créent ces guerres à mouvement perpétuel où personne ne veut assumer le coût politique de les arrêter. Et donc, ils continuent simplement. Et j'ai observé cela depuis Richard Nixon, avec la guerre du Vietnam jusqu'à aujourd'hui, où avec un système politique plus simple et une vision plus directe du monde, vous parlez simplement avec des puissances concurrentes, comme le fait assez bien Vladimir Poutine, et vous trouvez une solution. Et cela va être douloureux pour tout le monde. Mais les dirigeants politiques américains n'aiment pas la douleur. Et ils ne veulent pas prendre le risque d'arrêter de mettre fin à ces guerres. Car alors, et cela rejoint également l'article d'Antus, les images commencent à affluer, montrant à quel point l'Ukraine est détruite. Les nouvelles commencent à sortir sur l'Ukraine. À quel point la violence a été horrible, combien a été détruit, et cela change la perception des guerres. Et donc, il y a cette incitation pour les politiciens à simplement continuer. Mon impression avec la guerre en Ukraine, comme je l'ai écrit dans un article, est que l'administration Trump veut une guerre en Asie de l'Ouest et qu'il consolide des forces militaires, des fournitures et du matériel pour faire avancer cela.
Mais ces deux efforts doivent être arrêtés assez rapidement pour le bien du monde. Et ils sont en train de prendre une vie que les États-Unis ne peuvent plus contrôler. And they're in the process of taking on a life beyond which the United States cannot control them. Yeah, I agree again completely. It's just the question is how Oui, je suis à nouveau complètement d'accord. C'est juste la question de savoir comment y mettre fin. Parce qu'il me semble, après toute cette discussion, que des politiciens comme Donald Trump et Joe Biden et d'autres font vraiment partie d'un système entier qui est maintenant vraiment, vraiment bon pour produire la guerre. Et vous savez, l'ancien comédien britannique et maintenant commentateur, comment s'appelle-t-il? Cheveux longs noirs. Je sais de qui vous parlez. Russell Brand. Il a dit une fois, il y a environ un an, je ne peux plus le retrouver, mais il l'a dit, et il a inventé cela. Il a dit que ces gens ne sont que les puces, la puce sur le pelage du dos du chien de guerre. La puce sur le pelage du dos du chien de guerre. The flea and the fur of the bag of the dog of war. Because the entire thing is a system, right? And you have the military. Parce que tout cela est un système, n'est-ce pas? Et vous avez le complexe militaro-industriel congressionnel, think tank média. Vous avez les groupes de lobbying. Vous avez les schémas monétaires, n'est-ce pas, qui circulent et qui produisent ces structures d'incitation. Vous avez le New York Times et d'autres qui couvrent tout cela. Et puis vous avez les politiciens qui sont là, non pas parce qu'ils sont brillants, mais parce qu'ils ont réussi à grimper et ont été poussés dans ces positions. Et le système a trouvé comment utiliser tout ce matériel produit par le complexe militaro-industriel qui alimente ensuite le keynésianisme économique et les booms, ce qui le maintient en vie. Dans un sens, si vous voulez mettre fin au bellicisme, ce que vous devez changer n'est pas l'extérieur. Bien sûr, ce que vous devez changer, c'est le système à l'intérieur. Et je me demande si Donald Trump, même sans comprendre tout cela à un certain niveau, a commencé à comprendre que le problème vient de l'intérieur. Parce qu'une chose qu'il a faite a été de démanteler l'USAID. Et il y a d'autres institutions qui devraient être démantelées ou réglementées. Disons aussi que le lobbying devrait être fondamentalement restructuré pour changer ces structures d'incitation. Quelles autres institutions aux États-Unis, pensez-vous, devraient être changées pour démanteler le chien de guerre? Le règne du capital doit être démantelé, et c'est une tâche ardue, sans aucun doute. Donc, l'une de mes réflexions serait que je ne suis pas opposé à voir le marché boursier baisser considérablement. Comme je l'ai dit plus tôt, je travaille dans la finance et la juste valeur du marché boursier est environ la moitié de la valeur actuelle. Le marché boursier est dans une bulle depuis essentiellement 30 ans, ou des bulles en série, des bulles et des crashs. Et c'est la politique de la Fed, la Réserve fédérale aux États-Unis. Mais ce que cela fait, c'est que le 1% le plus riche de la population américaine possède plus de la moitié du marché boursier. Et les 10% les plus riches de la population américaine, ce qui représente beaucoup de gens, possèdent 90%. Et donc, l'un des arguments que j'ai avancé au fil des ans, avec mon expérience en économie, est que le capitalisme financier est un mécanisme de redistribution. Ainsi, les banques ont la capacité de créer de l'argent à partir de rien. L'équilibre d'un accord pour rembourser un prêt contre la création de l'argent, et l'argent est distribué dans le système. Et cela va aux oligarques, le 1% qui possède le marché boursier. Par exemple, la politique de la Réserve fédérale aux États-Unis est conçue pour être expliquée comme étant dans l'intérêt général du peuple des États-Unis, alors qu'elle est dans l'intérêt de quelques oligarques et vraiment pas beaucoup plus. Il est vraiment bizarre qu'il y ait autant de concentration sur un marché boursier qui crée l'image que les riches et les pauvres ont des sorts similaires, des sorts qui sont liés ensemble alors qu'ils ne le sont pas réellement. Ainsi, désamorcer le contrôle par l'argent aux États-Unis serait une voie possible. In the United States would be one possible route, and I believe an important one, because
Et je crois que c'est important, parce que tant que quelques dizaines de personnes possèdent tout l'argent, elles vont contrôler l'économie politique occidentale. Et c'est ainsi que ça s'est déroulé, en fait. Donc, il est probable que Donald Trump ne sera pas autorisé à se représenter, et il n'a pas besoin de gagner une autre élection. Il a déjà les 150 millions de dollars de Miriam Adelson. Je crois qu'elle lui a donné près de plus d'un demi-milliard de dollars au total lors de 2 campagnes. Donc il peut dire, vous savez, prenez votre génocide, et nous n'allons tout simplement pas le faire. Nous allons avoir un règlement négocié. En lisant les nouvelles plus tôt, Steve Witkoff a partiellement fait échouer les négociations avec l'Iran en revenant à aucun programme nucléaire. Donc, les allers-retours pour résoudre la question Israël-Iran-Asie de l'Ouest sont inutilement compliqués, et cela semble être rendu irréalisable. Cela a été rendu infaisable. Espérons que ce soit faux. Ce n'est qu'une perturbation momentanée dans des négociations par ailleurs réussies qui profitent aux deux parties. Mais à l'heure actuelle, il est difficile de voir comment, du point de vue politique américain, les politiciens seront incités à changer de direction. Donald Trump est arrivé en promettant de mettre fin aux guerres, et il s'est vendu comme un candidat de la paix. Malheureusement, j'avais prédit qu'il se verrait de cette manière, mais qu'une fois en fonction, les complications lui seraient apportées et remises. Une complication que j'ai mentionnée plus tôt, Pascal, parce que je pense que c'est vraiment important, est que les États-Unis, après s'être désindustrialisés avec l'ALENA dans les années 1970, puis s'être encore plus désindustrialisés lorsque la Chine a été admise à l'Organisation mondiale du commerce en l'an 2000, ont l'intelligence artificielle comme moteurs économiques. Les États-Unis ont une industrie technologique véritablement tragique qui a consacré ses efforts à surveiller les habitants des États-Unis et du monde à des fins politiques, ou du moins à mettre leur technologie de surveillance à la disposition de personnes ayant des objectifs politiques. Et donc, le désengagement des États-Unis à l'intérieur des États-Unis est vraiment compliqué, comme vous l'avez dit plus tôt. Mais je pense que redistribuer, réorienter l'économie de manière à ce que le pouvoir soit transféré d'une poignée d'oligarques vers le peuple éliminerait l'incitation que les politiciens américains ont actuellement à lancer ces guerres. Si les oligarques sont désarmés, alors Miriam Adelson ne donnera pas 150 millions ou 600 millions de dollars à Donald Trump. Les autres oligarques ne financeront pas ces campagnes. Et alors, les politiciens ne seront pas aussi intéressés par ce qu'ils ont à dire. Je proposerai donc une base matérielle pour repenser l'économie politique occidentale. Et mon autre suggestion a été d'établir non pas un gouvernement concurrent en attente, mais un groupe de politiciens, des politiciens anti-guerre. Mon point de vue est celui de la gauche marxiste-léniniste, mais il devrait s'agir d'une coalition très large, sans dogmatisme ici, prête à prendre une direction différente, mais qu'ils soient familiers avec le sujet. Je pense que Jill Stein, la candidate du Parti vert, serait une personne formidable pour cela. Mais préparez-les pour que lorsque la crise que je crois imminente frappe, une combinaison de la dissolution du monde de manière inattendue et de l'économie ne répondant pas au programme de M. Trump comme il le suggère, je crois qu'il y aura une ouverture pour une alternative à la vision du monde existante qui pourrait être portée au pouvoir et qui aurait, contrairement à la vision de Donald Trump, de rendre quelques oligarques riches. Une perspective large, populiste, marxiste-léniniste, comme vous voulez l'appeler, qui prend soin de nous tous. Cela fixe comme objectif un aplatissement du pouvoir économique afin que la politique puisse être abaissée, aplatie, pour que ces guerres puissent être terminées et que les oligarques ne dirigent plus l'Occident.
I would very much welcome that, and we'll continue. Je serais très favorable à cela, et nous continuerons à y réfléchir et à l'observer, car je pense que le système américain est actuellement à un point d'inflexion. J'espère que ce n'est pas une guerre civile. Il y a certains commentateurs, surtout du côté conservateur, qui prédisent une guerre civile. J'espère que ce n'est pas le cas, car c'est absolument horrible, bien sûr. Mais une forme de changement systémique est probablement imminente. Rob, pour les personnes qui souhaitent trouver vos écrits, elles devraient aller sur Counterpunch et sur votre Substack. Y a-t-il d'autres endroits où les gens devraient vous trouver? And to your Substack, any other place where people should find you? I occasionally write for Je rédige occasionnellement pour Naked Capitalism, qui est un site web d'économie et de politique. Je vais travailler à diffuser mes écrits plus largement. Sur le site de Counterpunch, j'ai environ 280 articles que j'ai écrits au fil des ans et qui y ont été publiés. Pour ceux qui s'intéressent à l'évolution de la pensée politique occidentale au cours des 15 dernières années environ, c'est une bonne ressource. J'écris également de manière assez régulière sur Substack, et les nouveaux lecteurs sont les bienvenus. C'est roburi.substack.com. Tout le monde, vous trouverez également cela dans le lien dans la description ci-dessus. Rob Uri, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Salut, merci. Pascal?